La force qui génère en toi l'inquiétude la plus profonde n'est pas celle qui exige l'attention à travers le volume ou le spectacle. Au contraire, elle opère par un mécanisme complètement différent, un mécanisme qui prospère dans les espaces entre les mots, dans les pauses calculées et dans l'incertitude délibérée qui maintient tout le monde perpétuellement déséquilibré. Cette forme particulière d'influence ne transmet pas ses intentions, ni ne cherche la validation de personne. Elle n'a absolument aucun intérêt à solliciter l'autorisation ou à attendre la bénédiction de la société avant d'avancer. Au contraire, elle réclame simplement exactement ce qu'elle désire, pendant que ceux autour d'elle restent confus sur ce qui s'est passé. Et comment toute la situation a changé si dramatiquement, sans que personne ne remarque le moment précis du changement. La majorité écrasante des individus navigue son existence complète sous une conception erronée fondamentale sur comment fonctionne réellement la réalité. Ils portent en eux cette croyance profondément enracinée que la justice prévaut d'une façon ou d'une autre à la fin, que l'univers opère sur une sorte d'échelle cosmique de justice qui finit par tout équilibrer. Ils se convainquent que la bonté attire naturellement des résultats positifs et que traiter les autres avec générosité résultera inévitablement en un traitement réciproque. Ils placent leur confiance complète dans les systèmes établis, croyant sincèrement que l'adhésion aux règles sociales leur fournit une protection contre le mal. Si ce que tu viens d'entendre résonne déjà en toi, si tu sens que quelque chose d'important est sur le point d'être révélé, alors clique sur ce bouton « Like » maintenant. Et abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on ne te raconte pas des contes de fées. On te montre comment le pouvoir fonctionne vraiment dans ce monde. Allez, fais-le maintenant, avant qu'on plonge encore plus profond. Alors la réalité arrive sous une forme qu'ils n'ont jamais anticipée. Sans avertissement, quelqu'un qui opère depuis un cadre complètement différent entre dans leur environnement et démantèle systématiquement tout ce qu'ils pensaient comprendre sur comment fonctionnent les interactions humaines. Cet individu apporte avec lui une approche qui se sent étrange et inquiétante parce qu'elle refuse de reconnaître les contrats sociaux non écrits qui gouvernent le comportement de la plupart des gens. Cette personne ne reconnaît pas tes règles parce qu'elle n'a jamais accepté de jouer selon elle. Elle a passé son temps à construire soigneusement son propre cadre d'opération, un cadre qui sert ses intérêts exclusivement et ne s'excuse pas de prioriser sa propre avancée au-dessus du confort collectif ou des attentes traditionnelles de réciprocité. Il y a 5 siècles, dans le paysage turbulent de l'Italie de la Renaissance, un philosophe politique et diplomate appelé Nicolas Machiavel a couché sur papier les observations et les perceptions qui avaient été chuchotées dans les ombres, mais jamais reconnues ouvertement dans la société éduquée. Il a réalisé un acte de bravoure intellectuelle qui continue de générer controverses et malaises, même à notre époque moderne. Il a refusé d'habiller ses conclusions avec le langage réconfortant des banalités morales ou des justifications éthiques. Il n'a pas tenté de rendre ses observations plus acceptables en adoucissant les bords ou en fournissant des avertissements rassurants. Au contraire, il a présenté un examen implacable de comment opère réellement l'autorité dans le monde réel, comment la domination s'établit et se maintient, et quelle stratégie se révèle vraiment efficace quand ce qui est en jeu est la survie et l'avancement, plutôt que la popularité et l'approbation. Son travail a exposé la machinerie de l'influence, de manières qui ont rendu les puissants mal à l'aise parce qu'ils révélaient leurs méthodes à tous les autres. Les gens ont reculé devant ces mots et condamné sa philosophie de façon constante à travers les siècles depuis que ses observations ont été publiées pour la première fois. Le malaise que génère son travail ne provient d'aucune inexactitude dans ses évaluations, mais plutôt de la reconnaissance troublante qu'il décrivait la réalité telle qu'elle existe réellement, au lieu de la réalité comme on souhaite qu'elle soit. Le traité qu'il a produit a été interdit, condamné par les autorités religieuses et étiqueté comme un manuel pour tyrans
Pourtant, il continue d'être étudié dans les universités, les salles de conseil et les sessions de stratégie politique autour du monde parce que les principes qu'il contient restent aussi applicables aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Florence du XVIe siècle. Cette discussion n'a absolument rien à voir avec se conformer aux définitions de bonté morale de la société ou gagner la reconnaissance comme une personne éthique. Cette exploration existe complètement en dehors du cadre de la moralité conventionnelle ou des concepts abstraits de justice et d'équité. Ce qu'on examine ici, c'est le mécanisme réel à travers lequel certains résultats se produisent dans des environnements compétitifs où plusieurs personnes poursuivent des objectifs conflictuels. Il s'agit de développer une compréhension authentique des dynamiques stratégiques qui façonnent chaque interaction que tu as, que tu en sois conscient ou non, parce que ces patterns opèrent constamment dans chaque système social, chaque environnement professionnel et chaque structure relationnelle que tu rencontres tout au long de ta vie. La réalité cruciale que la plupart des gens ne parviennent pas à saisir, c'est que les opérateurs impitoyables ne sont pas quelque exception rare que tu ne rencontreras peut-être jamais. Ils sont partout, mec. Ils participent activement dans les mêmes environnements que tu occupes, et ils obtiennent constamment les résultats qu'ils désirent, pendant que ceux qui refusent de reconnaître ces dynamiques continuent de galérer et se demandent pourquoi leurs bonnes intentions ne se traduisent pas en résultats réels. Si tu trouves cette réalité attirante ou perturbante, c'est complètement hors de propos pour son existence. Les gens impitoyables opèrent dans ton lieu de travail en ce moment même. Ils sont dans tes cercles sociaux, ton industrie, ton panorama compétitif. Ils font des moves pendant que toi, tu essayes encore de savoir si c'est OK de faire des moves. Et ils gagnent constamment parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental que la plupart des gens refusent d'accepter. Les cadres qui gouvernent ton comportement, les règles que tu suis si diligemment, les limites que tu respectes automatiquement, ils n'ont pas été établis par des gens qui partagent ta position dans la hiérarchie sociale. Ils n'ont pas été créés par tes pairs, ni par des personnes qui ont tes meilleurs intérêts à cœur. Ces structures ont été délibérément construites par ceux qui possédaient déjà de l'influence, spécifiquement conçues pour maintenir leur position, en assurant que tous les autres restent prévisibles, conformes et contenus dans des paramètres acceptables. Prends un moment pour vraiment absorber cette réalité et considère ses implications. Tout le système fonctionne de manière à punir le comportement de rupture de règles quand il provient de ceux sans pouvoir établi, tout en récompensant exactement le même comportement quand il vient de ceux au sommet. Les individus qui possèdent déjà l'autorité jouent un jeu complètement différent avec des règles complètement différentes. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que tu découvres quelles sont ces vraies règles, parce que ton ignorance sert parfaitement leurs intérêts. Ta conformité te garde gérable. Ta croyance en l'équité t'empêche de prendre les actions qui pourraient vraiment faire avancer ta position. Ton engagement à suivre des règles qu'eux-mêmes ignorent te garde exactement où ils te veulent, opérant dans des limites qui ne les restreignent pas du tout. Cette dynamique se perpétue elle-même, parce que ceux qui en bénéficient ont toutes les incitations pour maintenir l'illusion que le système opère justement, tandis que ceux qui souffrent sous lui continuent d'espérer que l'équité se manifestera éventuellement au lieu de reconnaître que le jeu lui-même est structuré pour produire des résultats inégaux. Donc la question fondamentale à laquelle tu dois répondre devient incroyablement simple quand elle est dépouillée de toutes les rationalisations confortables et du conditionnement social. Continueras-tu à prétendre que l'équité gouverne les résultats, maintenant cette illusion réconfortante qui te permet d'éviter de confronter des vérités inconfortables sur comment opère réellement l'influence? Ou affronteras-tu finalement les dynamiques impitoyables que tu as évitées toute ta vie, acceptant que comprendre ces patterns ne te rend pas complice d'eux, mais te donne plutôt la conscience nécessaire pour te protéger et avancer tes propres intérêts dans des environnements ou d'autres? Emploie déjà ces tactiques exactes. Maintenant, j'ai besoin que tu reconnaisses que tu es prêt à voir clairement en laissant cette déclaration dans les commentaires.
Je vois le jeu. La distinction entre vulnérabilité et force authentique représente une des dynamiques les plus fondamentalement mal interprétées dans l'interaction humaine. Tu peux te présenter comme la personne la plus considérée dans n'importe quel environnement. Tu peux suivre méticuleusement chaque directive établie, traiter chaque personne que tu rencontres avec un respect exceptionnel et délibérément éviter de causer quelque mal à quiconque tout au long de ton existence complète. Tu peux être fier de ton intégrité, ta consistance, ton engagement à traiter les autres exactement comme tu désires être traité. Tu peux construire toute ton identité autour d'être quelqu'un qui ne s'abaisse jamais à la manipulation ou à l'égoïsme. Et qu'est-ce qui se passe réellement quand tu opères de cette façon? Les gens ne célèbrent pas ta bonté ni ne réciproquent ta considération. Au contraire, ils l'exploitent systématiquement. Ils reconnaissent ta nature complaisante comme une opportunité pour leur propre avancement et l'utilisent en conséquence. Ils transforment ta bonté en une ressource de laquelle ils peuvent extraire de la valeur sans offrir quoi que ce soit en retour. Ils profitent de ton engagement envers l'équité parce qu'ils comprennent que tu ne prendras pas de représailles quand ils franchiront des limites que toi-même tu ne franchirais jamais. Ils exploitent ta nature parce qu'ils reconnaissent que tu valorises être aimé plus qu'être respecté, et cette priorité crée une vulnérabilité massive dont ils peuvent profiter quand ça sert leurs objectifs. Ta bonté prévisible devient le mécanisme même à travers lequel ils te manipulent, parce qu'ils savent exactement comment tu répondras à n'importe quelle situation donnée et structurent leurs interactions en conséquence pour extraire le maximum de bénéfices de ton accommodation constante. Ceux qui opèrent avec une efficacité impitoyable ne perçoivent pas la bonté comme une vertu digne de respect ou de réciprocité. Ils la perçoivent comme une faiblesse exploitable, comme une preuve que tu manques de la capacité ou de la volonté de défendre tes propres intérêts quand ces intérêts entrent en conflit avec les désirs d'une autre personne. Ils observent quelqu'un qui peut être facilement manipulé parce que ton désir d'harmonie et d'approbation crée des points d'appui qu'ils peuvent tirer quand nécessaire. Ils identifient quelqu'un qui ne répondra pas quand il sera poussé, quelqu'un qui absorbera le mauvais traitement au lieu de créer du conflit, quelqu'un qui valorise être aimé plus qu'être respecté, et ils te catégorisent en conséquence dans leur cadre mental de comment interagir avec différents types de personnes. Tu deviens quelqu'un qu'ils peuvent manquer de respect en toute sécurité sans conséquence, et cette catégorisation détermine comment ils te traitent à partir de ce point. La vérité fondamentale que Machiavel a comprise et que les opérateurs impitoyables saisissent instinctivement, c'est que la force authentique n'a rien à voir avec le volume, l'agression ou les démonstrations de méchanceté. La vraie force se manifeste comme un refus absolu de te laisser devenir une ressource de laquelle d'autres extraient de la valeur sans conséquence. Il s'agit d'établir des paramètres clairs que personne ne peut violer sans expérimenter des répercussions immédiates. Il s'agit de créer une réputation où les gens comprennent qu'ils doivent réfléchir très soigneusement avant de tenter quoi que ce soit qui pourrait franchir tes limites, parce qu'ils savent avec certitude que les conséquences suivront. Non pas comme une réaction émotionnelle, mais comme une réponse systématique. La force signifie que quand quelqu'un teste tes limites, il découvre immédiatement que ces limites sont réelles, appliquées et non négociables, peu importe la pression qu'ils appliquent ou combien l'application rend tout le monde mal à l'aise. Les gens qui opèrent depuis la faiblesse réagissent depuis leurs émotions de manière qui les rendent prévisibles et inefficaces. Ils deviennent visiblement contrariés quand des limites sont franchies, transmettant leur angoisse de manière qui récompense en fait la violation de la limite avec attention et réaction émotionnelle. Ils se plaignent aux autres du traitement injuste, cherchant validation et sympathie au lieu de prendre action directe pour adresser la situation. Ils supplient l'équité à des gens qui n'ont aucun intérêt à la fournir, essentiellement mendiant à leurs exploiteurs d'arrêter volontairement de les exploiter.
ce qui ne produit prévisiblement aucun changement significatif. Tout leur pattern de réponse se centre sur exprimer leurs sentiments sur la violation au lieu d'imposer des conséquences pour elle, ce qui entraîne les autres que violer leurs limites produit du théâtre émotionnel, mais aucune répercussion réelle. Pendant ce temps, les gens qui opèrent depuis la force authentique répondent stratégiquement au lieu d'émotionnellement. Ils maintiennent une composure complète indépendamment de la provocation, refusant de donner aux autres la satisfaction de les voir perturbés ou l'information qui vient des démonstrations émotionnelles. Ils observent les situations soigneusement pour comprendre toutes les dynamiques en jeu, récoltant des informations sur les motivations, les patterns et les vulnérabilités avant de décider comment répondre. Et ils agissent décisivement quand l'action sert leurs intérêts, pas quand leurs émotions l'exigent, choisissant leurs moments basés sur le calcul stratégique plutôt que sur l'impulsion émotionnelle. Leurs réponses sont mesurées, proportionnées et conçues pour altérer de façon permanente le calcul de l'autre personne sur si franchir des limites vaut le coup. Laisse-moi t'expliquer ce que les chercheurs en psychologie sociale appellent le paradoxe de l'accommodation, bien que la plupart des gens l'expérimentent sans comprendre le mécanisme. Quand tu deviens excessivement complaisant, quand tu priorises constamment le confort des autres au-dessus de tes propres limites, quand tu sacrifies régulièrement tes propres intérêts pour éviter les conflits ou maintenir l'harmonie, les gens ne développent pas un plus grand respect pour toi comme tu pourrais t'y attendre, basé sur les narratifs culturels que la bonté est récompensée. L'opposé se produit avec une consistance remarquable. Leur respect pour toi diminue réellement, parce qu'ils commencent à te percevoir comme quelqu'un sans limite réelle, quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, presser et pousser sans faire face à aucune résistance significative. Ils commencent à te voir comme quelqu'un qui manque de la force ou du respect de soi pour défendre ses propres intérêts, et cette perception change fondamentalement comment ils interagissent avec toi dans le futur. Une fois que cette perception se solidifie dans leur esprit, la renverser requiert exponentiellement plus d'efforts que ce qu'il aurait fallu pour la prévenir en premier lieu. Tu dois surmonter leur pattern établi de comportement envers toi, défier leurs attentes enracinées sur comment tu réponds aux violations de limites et démontrer à travers l'application constante pendant une période étendue que tu as fondamentalement changé ton approche. Ce processus requiert souvent une action dramatique qui se sent inconfortable précisément parce qu'elle contraste si marquément avec ton pattern antérieur d'accommodation. Et beaucoup de gens galèrent à soutenir ce changement assez longtemps pour que la nouvelle perception remplace complètement l'ancienne. Écoute, si ce que tu viens d'entendre te fait réfléchir différemment sur tes propres limites, si tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes te traitent comme elles le font, alors arrête-toi une seconde. Clique sur Like maintenant et abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'on va aller encore plus loin et tu ne veux pas rater la suite. C'est là que ça devient vraiment puissant. Vas-y, fais-le maintenant. Ceux qui opèrent impitoyablement comprennent cette dynamique à un niveau qui va au-delà de l'analyse consciente. C'est intégré dans comment ils perçoivent et interagissent avec tous ceux qu'ils rencontrent. Ils ne gaspillent pas d'énergie mentale en essayant d'être amis avec tout le monde ou en s'assurant que tout le monde les aime. Ils se concentrent exclusivement sur être quelqu'un que personne n'ose manquer de respect, quelqu'un dont les limites sont clairement établies et constamment appliquées, quelqu'un qui a démontré à travers l'action, plutôt que les mots, que franchir certaines lignes produit des conséquences qui font que le franchissement ne vaut pas la peine, quel que soit le bénéfice qui aurait pu être gagné. Ils établissent ces limites tôt dans n'importe quelle relation ou interaction, laissant immédiatement clair quel comportement ils toléreront et lequel non. Ils font respecter ces limites de façon constante, sans exception, parce qu'ils comprennent que faire des exceptions enseigne aux gens que les limites ne sont pas réelles. Et les gens apprennent rapidement où existent ces lignes, parce que les conséquences pour les franchir sont immédiates, proportionnées et inévitables. Il n'y a pas de négociation, pas de seconde chance, pas de traitement émotionnel sur si l'application est juste ou gentille.
La limite existe, elle a été franchie, et la conséquence suit automatiquement comme une loi de la physique plutôt qu'un choix personnel. Machiavel a articulé ce principe avec une franchise caractéristique quand il a observé que les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main, parce que tous peuvent voir et peu peuvent sentir, et tous voient ce que tu sembles être, tandis que peu savent réellement ce que tu es. C'est le jeu fondamental qui se joue dans chaque interaction humaine. La plupart des gens te jugent basé sur comment tu leur sembles plutôt que sur qui tu es réellement sous cette apparence. Si tu sembles faible, tu seras traité comme faible indépendamment de quelque force intérieure que tu pourrais posséder. Si tu sembles fort, tu seras traité comme fort, même si cette force est plus perception que réalité. La vraie vérité de qui tu es importe beaucoup moins que la perception que les autres ont de qui tu es, parce qu'ils prennent leurs décisions sur comment te traiter basées sur cette perception plutôt que sur la connaissance précise de tes capacités et ta disposition à agir. La réalité importe moins que la perception pour déterminer comment les gens interagissent avec toi, ce qui signifie que gérer la perception devient une compétence critique pour quiconque veut éviter l'exploitation. Tu n'as pas à devenir impitoyable ou cruel, mais tu dois arrêter d'être une cible facile, parce que dans des environnements compétitifs remplis de gens qui poursuivent des intérêts conflictuels, être perçu comme quelqu'un qui peut être exploité sans conséquence garantit que tu seras exploité de façon constante. Le choix que tu affrontes n'est pas entre être bon ou être mauvais, entre être moral ou immoral. C'est entre être respecté ou être utilisé, entre avoir tes limites honorées ou les avoir violées quand les honorer devient inconvénient pour quelqu'un d'autre. Pense soigneusement à la dernière fois que quelqu'un t'a manqué de respect de manière significative. L'as-tu laissé passer, te disant à toi-même que ça ne valait pas la peine d'en faire un problème? As-tu fait des excuses pour leur comportement, construisant des narratifs sur comment ils étaient stressés ou ne le pensaient pas vraiment ou dealaient avec leurs propres problèmes? T'es-tu convaincu toi-même que ce n'était pas grand-chose, minimisant la violation pour éviter d'avoir à l'adresser directement? Ce pattern de réponse, cette tendance à absorber le manque de respect au lieu de l'adresser, représente la faiblesse que je décris. Pas le manque de respect en soi qui en dit plus sur l'autre personne que sur toi, mais ton acceptation de celui-ci, ta décision de le laisser passer sans conséquence, ta disposition à absorber le coup de leur comportement au lieu d'imposer ce coup de retour sur eux. Les gens qui opèrent depuis la force authentique n'ignorent pas le manque de respect, ni ne prétendent qu'il ne s'est pas produit, ni ne minimisent sa signifiance. Ils l'adressent immédiatement, avant que la personne irrespectueuse ait le temps de passer à autre chose ou de l'oublier. Ils l'adressent clairement, s'assurant qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur quel comportement était inacceptable et quelle est la conséquence. Et ils l'adressent sans excuse, sans adoucir le message pour faire que l'autre personne se sente mieux, sans hésitation ou qualification ou laisser de l'espace pour la négociation. La limite a été franchie, voici la conséquence. Cette conversation est maintenant terminée. Cette clarté et immédiateté enseignent aux gens très rapidement où sont tes lignes et ce qui se passe quand elles sont franchies. Maintenant, j'ai besoin que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Force sur approbation. Il existe un état mental particulier auquel les opérateurs impitoyables accèdent et maintiennent avec une consistance remarquable. Il est froid dans le sens où les émotions ne troublent pas le jugement. Il est distant dans le sens où les sentiments personnels n'interfèrent pas avec le calcul stratégique. Et il est complètement libre de la paralysie émotionnelle qui arrête la plupart des gens de prendre l'action nécessaire. Appelons cet état clarté opérationnelle ou mode Dieu, parce que quand tu fonctionnes depuis cet état, les forces psychologiques qui contrôlent le comportement de la plupart des gens ne t'affectent simplement plus. Quand tu opères dans ce mode, la culpabilité ne te touche pas parce que tu ne prends pas de décision basée sur si elles te feront te sentir bien avec toi-même. L'approbation ne te déplace pas parce que tu ne cherches pas de validation de personnes dont les opinions n'ont aucune relation avec tes résultats. La peur ne te contrôle pas
parce que tu as déjà accepté les pires scénarios possibles et fait la paix avec quelques conséquences qui puissent suivre de tes actions. Tu perçois les situations pour exactement ce qu'elles sont, au lieu de les filtrer à travers la lentille de ce que tu désires qu'elles soient ou ce que tu crois qu'elles devraient être. Tu prends des décisions basées sur l'analyse logique des résultats probables, plutôt que sur comment ces décisions te font sentir dans le moment. Tu prends action sans avoir besoin que quelqu'un valide tes choix ou te rassure que tu es une bonne personne pour les prendre. La majorité écrasante des gens ne peut pas accéder à cet état de façon constante parce qu'ils sont piégés dans leurs émotions comme des insectes dans l'ambre. Ils ont besoin de validation constante des autres pour se sentir bien avec leurs choix. Ils ont besoin de réassurance qu'ils font la bonne chose selon quelques standards externes de rectitude. Ils ont besoin que tout le monde autour d'eux les aime et les approuve. Et ce besoin crée des dépendances que d'autres peuvent exploiter. Parce que dans le moment où tu as besoin de quelque chose de quelqu'un, que ce soit leur approbation, leur validation, leur affection ou leur permission, ils ont du pouvoir sur toi. Ton besoin leur donne un levier pour influencer ton comportement, pour mouler tes choix, pour extraire des concessions de toi en échange de te donner ce dont tu as besoin d'eux. Les opérateurs impitoyables n'ont besoin de rien de personne dans ce sens psychologique. Ils opèrent depuis un lieu d'autosuffisance complète où leur sens d'estime de soi et leur confiance dans leurs décisions provient entièrement de sources internes plutôt que de validation externe. Ils construisent leur propre cadre pour évaluer les choix, au lieu d'accepter les cadres de la société sans critique. Ils décident leurs propres standards pour ce qui constitue le succès, au lieu de se mesurer contre les standards des autres. Ils ne demandent pas permission avant de prendre des actions qui servent leurs intérêts. Et ils ne s'excusent pas pour leurs choix auprès de personnes qui n'ont aucune autorité légitime sur leurs décisions. Cela ne signifie pas qu'ils sont des automates sans émotion, sans sentiment ni valeur. Cela signifie qu'ils contrôlent leurs émotions au lieu de permettre à leurs émotions de les contrôler, ce qui est une relation fondamentalement différente avec sa propre expérience psychologique. Ils ressentent la colère quand ils sont manqués de respect, ou que des limites sont violées, mais ils n'explosent pas en rage incontrôlée, qui empire la situation et transmet leur état émotionnel à tous. Ils ressentent la douleur quand ils sont trahis ou déçus par des gens en qui ils avaient confiance, mais ils ne s'effondrent pas ou ne sont pas paralysés par cette douleur. Ils ressentent la peur quand ils affrontent des situations incertaines ou dangereuses, mais ils ne se figent pas ni n'évitent de prendre l'action nécessaire à cause de cette peur. Les émotions existent et sont reconnues, mais elles sont traitées comme de l'information, plutôt que comme des commandes qui doivent être obéies. L'émotion signale quelque chose sur la situation qui mérite considération, mais elle ne détermine pas la réponse. Pense à un chirurgien réalisant une opération critique où la vie d'un patient dépend de la précision et de l'habileté. Ce chirurgien ne peut pas se permettre de devenir émotionnel sur la condition du patient, de laisser la peur secouer ses mains, de permettre à l'anxiété sur le résultat d'interférer avec sa technique. Il a besoin de clarté absolue, focus absolu, détachement absolu de quoi que ce soit qui ne serve pas l'objectif de compléter avec succès la procédure. Il ressent le poids de la responsabilité, se soucie du patient, mais ses sentiments n'interfèrent pas avec sa capacité de prendre des décisions rapides et exécuter des mouvements précis. C'est ça la clarté opérationnelle. C'est ça le mode Dieu. La capacité de fonctionner avec efficacité maximale, indépendamment de l'état émotionnel. Maintenant, applique ce même principe à toute ta vie. Combien de décisions as-tu prises principalement parce que tu avais peur de ce que les gens penseraient de toi? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu ne voulais pas sembler agressif, égoïste ou ambitieux? Combien de fois as-tu tué tes propres intérêts et subordonné tes propres buts pour maintenir la paix, éviter les conflits ou maintenir l'harmonie dans des relations où d'autres personnes se sentaient libres de prioriser leurs intérêts sur les tiens? Chacun de ces moments était toi abandonnant du pouvoir,
transférant le contrôle sur les résultats de ta vie de toi-même aux autres, permettant aux pressions et peurs externes de déterminer tes choix au lieu de prendre des décisions basées sur ce qui sert vraiment tes intérêts à long terme. Machiavel a observé que là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent pas être grandes. Ce qui signifie que quand tu es véritablement engagé envers quelque chose avec chaque fibre de ton être, les obstacles deviennent hors de propos, parce que tu trouveras une façon à travers eux ou autour d'eux ou au-dessus d'eux, indépendamment de combien ils semblent challenging. Mais la plupart des gens ne sont pas vraiment engagés envers quoi que ce soit dans ce sens absolu. Ils sont en conflit et divisés contre eux-mêmes. Ils veulent le succès, mais aussi ils veulent que tout le monde les aime, et ces deux désirs tirent souvent dans des directions opposées. Ils veulent pouvoir et influence, mais aussi ils veulent être vus comme humbles et modestes, ce qui crée une contradiction interne qui empêche l'engagement complet avec n'importe quel objectif. Ils veulent respect et reconnaissance, mais ne veulent rien faire qui pourrait offenser quelqu'un ou créer du conflit ou rendre quelqu'un mal à l'aise, ce qui signifie qu'ils subordonnent constamment leur propre avancement au confort des autres. Ce conflit interne tue l'élan avant qu'il puisse se construire. Il crée de l'hésitation dans les moments critiques. Il prévient l'engagement complet avec n'importe quel cours d'action parce qu'une partie de toi tire toujours dans une direction différente. La clarté opérationnelle élimine cette division interne. Tu décides ce qui importe basé sur tes propres valeurs et ta propre analyse. Tu t'engages complètement à poursuivre cet objectif avec toutes les ressources disponibles. Et tout le reste devient du bruit que tu reconnais, mais ne permet pas de te dévier de ton chemin choisi. Les opinions de personnes qui ne vivent pas ta vie deviennent hors de propos. Le confort de personnes qui ne sont pas affectées par tes choix devient hors de propos. Les pressions sociales abstraites pour se conformer à des standards que tu n'as jamais acceptés deviennent hors de propos. Voilà comment tu commences à entrer et maintenir cet état de façon constante. Arrête de t'expliquer à des personnes qui n'ont pas un besoin légitime de comprendre tes décisions. Quand tu prends une décision qui affecte ta vie et tes résultats, prends-la basée sur ta propre analyse et tes propres priorités. Ne la justifie pas auprès de personnes qui ne seront pas affectées par le résultat. Ne cherche pas l'approbation de personnes qui ne vivent pas avec les conséquences. N'essaie pas de faire que tout le monde se sente confortable avec des choix qui servent tes intérêts. Agis simplement de façon décisive et laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Les gens dont les opinions importent vraiment t'évalueront basé sur les résultats plutôt que sur s'ils ont approuvé tes méthodes. Deuxièmement, pratique l'observation émotionnelle comme une discipline quotidienne. Quand tu sens la colère monter en réponse à quelques provocations, n'agis pas dessus immédiatement de manière réactive. Recule mentalement et observe l'émotion comme si tu observais quelqu'un d'autre l'expérimenter. Demande-toi clairement si cette émotion est utile, maintenant même, si agir dessus sert tes intérêts à long terme, si elle fournit de l'information qui devrait influencer ta réponse. Si l'émotion est utile et la canaliser stratégiquement avance tes objectifs, alors utilise-la délibérément. Si l'émotion n'est pas utile et agir dessus créerait des problèmes sans résoudre quoi que ce soit, alors laisse-la passer à travers toi sans déterminer ton comportement. Tu ne supprimes pas les émotions, ni ne prétends qu'elles n'existent pas. Tu les maîtrises en créant de l'espace entre sentiment et action, entre stimulus et réponse. Troisièmement, élimine le mot « devrait » de ton vocabulaire et de ton dialogue interne. Je devrais être plus gentil avec les gens qui ne réciproquent pas. Je devrais me soucier plus de leurs sentiments, même quand ils ne se soucient pas des miens. Je devrais faire que tout le monde se sente confortable, même quand leur confort requiert mon inconfort. Chaque fois que tu te retrouves à penser en termes de « devrait », arrête-toi et demande qui a décidé cette règle. Qui a établi que tu devrais te comporter de cette façon? Quelle autorité ont-ils sur tes choix? Et plus important, est-ce que ces règles servent tes intérêts et avancent tes objectifs? Ou est-ce qu'elles te contrôlent
et te garde restreint dans des limites qui bénéficient aux autres à tes dépens. La clarté opérationnelle consiste à voir la réalité clairement sans les filtres déformants du conditionnement social et de la réactivité émotionnelle. Il s'agit de percevoir l'échiquier et comprendre la position stratégique tout en maintenant la composure sous toutes les circonstances. Ne laisse jamais qu'on te voie perturbé ou secoué par des événements inattendus. Ne laisse jamais qu'on te voie désespéré d'approbation ou d'acceptation. Ne laisse jamais qu'on te voie mendier quelque chose de quelqu'un. Ta stabilité émotionnelle devient partie de ton armure, partie de ta réputation. Les gens commencent à croire que tu es inébranlable parce qu'ils ne t'ont jamais vu briser. Ils commencent à croire que tu as toujours le contrôle parce qu'ils ne t'ont jamais vu perdre le contrôle. Et ces croyances façonnent comment ils interagissent avec toi, même si elles ne sont pas des reflets complètement précis de ton état interne. Machiavel a observé que celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se permettent d'être trompés. Mais voici la nuance importante. Tu ne trompes pas les gens dans le sens de mentir sur des faits ou faire des affirmations fausses. Tu cures ta présentation. Tu mets en avant certains aspects tout en minimisant d'autres. Tu présentes la version de toi-même qui sert tes intérêts dans chaque contexte. Ce n'est pas malhonnête, c'est de l'auto-présentation stratégique. Tout le monde le fait jusqu'à un certain point, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Les impitoyables le font simplement consciemment, délibérément et effectivement, parce qu'ils comprennent le principe et l'appliquent systématiquement. Pense à ta présence en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu ne postes pas tes pires moments, tes échecs les plus embarrassants, tes faiblesses et insécurités les plus profondes. Tu cures ce que tu partages, sélectionnant du contenu qui crée une impression spécifique. C'est construire une persona, délibérément. Maintenant, applique cette même intentionnalité à ta présence de vie réelle dans les espaces physiques. Fais des choix conscients sur ce que tu révèles, comment tu te présentes, quelle impression tu crées. Les impitoyables ne gaspillent pas d'énergie en essayant de tout contrôler directement à travers la force ou les demandes explicites. Ils construisent une présence si forte, si bien établie, que les gens se contrôlent eux-mêmes autour d'eux automatiquement. Ils créent une aura qui fait que les gens réfléchissent à deux fois avant de franchir des lignes, avant de manquer de respect aux limites, avant de tester des limites. La présence elle-même fait le travail d'application. Voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens négligent. Ta présence doit correspondre à tes actions de façon constante. Si tu construis une réputation d'être intransigeant, mais ensuite tu fais des compromis constamment quand tu es testé, ta présence s'effondre immédiatement. Si tu cultives une image d'être stratégique et calculé, mais prends des décisions impulsives émotionnellement, personne ne te prend au sérieux plus jamais. Si tu te présentes comme quelqu'un avec de hauts standards, mais acceptes régulièrement de bas standards des autres, la déconnexion détruit ta crédibilité. L'alignement entre image et action est tout dans la construction de présence soutenable. La persona n'est pas un masque que tu portes qui est séparé de qui tu es. C'est une version amplifiée de qui tu es réellement, mettant l'accent sur certains traits et minimisant d'autres, mais fondamentalement authentique dans son noyau. Et voici le magnifique secret sur la présence proprement construite. Une fois que cette présence est solidement établie dans la perception des gens, tu as à peine à la maintenir activement. Elle se maintient elle-même à travers des dynamiques sociales. Ta réputation se propage à travers les réseaux à mesure que les gens parlent de toi. Les histoires sont racontées et re-racontées, parfois exagérées en ta faveur. Les nouvelles personnes qui entrent dans l'environnement apprennent sur toi et apprennent les limites avant de te rencontrer directement. Ils entendent les histoires des autres et ajustent leur comportement préventivement. C'est l'efficacité au niveau le plus élevé. C'est le pouvoir travaillant pour toi continuellement, même quand tu n'es pas dans la pièce, même quand tu ne fais rien activement. Laisse cette affirmation dans les commentaires, présence sur force. Les émotions te rendent prévisible de manière qui crée de la vulnérabilité.
Elles te rendent contrôlable par quiconque comprend tes déclencheurs et tes patterns. Elles créent des points de levier que d'autres peuvent tirer pour te diriger dans des directions qui servent leurs intérêts au lieu des tiens. Et les gens impitoyables savent ça mieux que quiconque parce qu'ils ont étudié la nature humaine soigneusement et comprennent les mécanismes à travers lesquels les personnes émotionnelles peuvent être manipulées. Cela ne signifie pas que les émotions elles-mêmes sont mauvaises ou incorrectes, ou quelque chose qui doit être éliminé complètement. Cela signifie laisser les émotions te contrôler, permettre qu'elles prennent tes décisions pour toi, réagir depuis l'émotion au lieu de répondre depuis la logique. C'est ça qui crée de la vulnérabilité. Il y a une différence massive entre ressentir la colère et agir sur la colère impulsivement, entre ressentir la peur et être paralysé par la peur dans l'inaction, entre ressentir la douleur et laisser la douleur dicter tes décisions, entre expérimenter une émotion et permettre à cette émotion de diriger le show. Les gens impitoyables ressentent tout aussi intensément que n'importe qui d'autre. Ils expérimentent la gamme complète des émotions humaines, mais ils ne laissent pas ces sentiments déterminer leur comportement. Ils observent leurs émotions comme des points de données, comme de l'information à considérer soigneusement, pas comme des commandes à suivre immédiatement. Quand tu es libre du contrôle émotionnel, quand tu as maîtrisé la capacité de ressentir sans être contrôlé par le sentiment, tu prends de meilleures décisions de façon constante. Tu vois les situations clairement sans la lentille déformante de l'intensité émotionnelle. Tu réponds stratégiquement au lieu de réactivement. Tu restes 3 pas en avance dans le jeu d'échecs, tandis que les personnes émotionnelles sont encore en train de traiter le pas 1, encore en train de dealer avec leurs sentiments sur ce qui vient juste de se passer au lieu de planifier leur prochain move. La plupart des gens sont des marionnettes émotionnelles, qu'ils en soient conscients ou non. Tire la bonne ficelle et ils dansent exactement comme tu veux qu'ils dansent. Insultent leur fierté et ils explosent en colère prévisible. Menacent leur sécurité et ils paniquent et prennent des décisions désespérées. Fais appel à leur culpabilité et ils cèdent immédiatement. Fais appel à leur vanité et ils révèlent de l'information qu'ils devraient le protéger. C'est presque trop facile une fois que tu comprends les patterns. Mais quand tu es émotionnellement détaché, quand tu as créé de l'espace entre le stimulus et la réponse, ces ficelles ne fonctionnent plus sur toi. Tu ne peux pas être incité à des réactions stupides qui nuisent à tes intérêts. Tu ne peux pas être manipulé à travers tes sentiments. Tu ne peux pas être contrôlé à travers la peur ou la honte ou la culpabilité parce que tu as traité ces émotions et décidé logiquement si agir dessus te sert. Laisse-moi partager quelque chose de critique sur l'intelligence émotionnelle versus la suppression émotionnelle. La suppression ignore le signal que l'émotion fournit. Elle prétend que l'émotion n'existe pas, la pousse vers le bas, refuse de la reconnaître. Cette approche crée des dommages psychologiques avec le temps. La maîtrise reçoit le signal, reconnaît l'émotion, traite l'information qu'elle fournit, puis décide logiquement comment répondre. La différence est énorme. La suppression est du déni. La maîtrise est de l'intégration. Machiavel a observé que la haine se gagne autant par les bonnes œuvres que par les mauvaises. C'est une vérité dure que beaucoup de gens refusent d'accepter. Tu ne peux pas contrôler si les gens t'aiment ou te détestent seulement à travers tes actions. Leurs réactions émotionnelles sont leurs problèmes, façonnés par leur psychologie, leur histoire, leur perception, leurs préjugés. Alors pourquoi laisserais-tu leurs réactions émotionnelles dicter ton comportement? Pourquoi sacrifierais-tu tes intérêts pour gérer leurs sentiments quand eux ne gèrent pas leurs sentiments pour protéger tes intérêts? Pourquoi laisserais-tu leur colère ou déception ou désapprobation contrôler tes choix? Voici la vérité libératrice. Tes émotions sont des outils quand elles sont comprises et utilisées proprement. Utilise-les délibérément. Ne les laisse pas t'utiliser automatiquement. Ressens la colère quand elle motive une action décisive qui doit se produire. Ressens la compassion quand elle construit des alliances utiles qui avancent tes objectifs.
Ressens la peur quand elle aiguise ta conscience et préparation pour des menaces authentiques. Mais ne laisse jamais aucune émotion prendre des décisions pour toi automatiquement, sans évaluation consciente de si agir sur cette émotion sert tes intérêts à long terme. Pense à la dernière décision émotionnelle que tu as prise, la dernière fois que tu as agi impulsivement, basé sur des sentiments forts. Comment ça s'est passé quand tu regardes en arrière, honnêtement? La plupart des décisions émotionnelles ont l'air terribles en rétrospective, parce qu'elles ont été prises avec de l'information incomplète, un jugement trouble et une pensée à court terme focalisée sur faire que l'émotion disparaisse au lieu de résoudre le problème sous-jacent. Maintenant, pense à tes meilleures décisions, celles qui ont vraiment amélioré ta vie significativement. Il est probable qu'elles ont été prises avec calme, rationnellement, avec une pensée claire et une analyse soigneuse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le principe en action. Les gens qui maîtrisent cette distinction deviennent intouchables en termes psychologiques. Tu ne peux pas les blesser parce qu'ils ne prennent pas les choses personnellement. Tu ne peux pas les effrayer parce qu'ils ont déjà accepté les pires scénarios possibles et fait la paix avec les conséquences potentielles. Tu ne peux pas les faire avoir honte parce qu'ils n'ont pas besoin de ton approbation pour se sentir bien avec eux-mêmes. Tu ne peux pas les faire se sentir coupables parce qu'ils ont fait la paix avec leurs choix basés sur leurs propres valeurs. C'est la liberté dans sa forme la plus vraie. Une vraie liberté qui ne peut pas être enlevée. Et c'est effrayant pour les gens qui sont encore asservis par leurs sentiments et désespérés de validation externe. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte monter en réponse à quelques déclencheurs externes, fais une pause intentionnellement. Ne réagis pas automatiquement. Observe juste l'émotion objectivement. Où la ressens-tu dans ton corps physiquement? Qu'est-ce qui l'a déclenché spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire sur la situation? Et plus important, est-ce qu'agir sur cette émotion maintenant même va servir tes intérêts à long terme? Quand tu évalues honnêtement? 9 fois sur 10, la réponse est non. L'émotion est un signal, mais agir dessus immédiatement créerait plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Et cette pause, ce moment d'observation, c'est là où tu récupères ton pouvoir de tes émotions. C'est là où tu passes d'être contrôlé à être en contrôle. Maintenant, je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Logique sur émotion. Le pouvoir n'est pas un moment de victoire ou une seule interaction réussie. Il ne s'agit pas de gagner une bagarre ou dominer une situation spécifique. Le vrai pouvoir est une présence durable qui survit aux victoires individuelles et aux conflits individuels. Les impitoyables pensent en décennies au lieu de jours. Ils pensent en termes générationnels au lieu de résultats trimestriels. Ils construisent des systèmes qui se perpétuent eux-mêmes au lieu de juste accomplir des victoires isolées. Ils créent des réputations qui résonnent longtemps après qu'ils aient quitté la pièce et passé à d'autres activités. Ils établissent des héritages qui façonnent comment les gens pensent au pouvoir lui-même pendant des années ou des décennies après que la personne soit partie. L'histoire se souvient des impitoyables avec une consistance remarquable. Non pas parce qu'ils étaient agréables ou justes ou gentils en termes conventionnels, mais parce qu'ils étaient efficaces à accomplir leurs objectifs. Ils ont changé des choses significativement. Ils ont déplacé des montagnes que d'autres disaient qu'on ne pouvait pas déplacer. Ils ont plié la réalité à leur volonté, pendant que tout le monde se plaignait de combien tout était injuste et espérait que les circonstances s'améliorent spontanément. Ils ont fait que les choses se passent à travers l'action délibérée, au lieu d'attendre que les choses se passent à travers l'attente passive. Machiavel a compris ce principe profondément. Son livre « Le Prince » a été écrit il y a plus de 500 ans dans un monde complètement différent, et on en parle encore, on l'étudie encore, on apprend encore de lui, on se sent encore mal à l'aise avec les vérités qu'il contient. C'est l'héritage opérant au plus haut niveau. C'est le pouvoir qui transcende le temps et la culture et la technologie. C'est l'influence qui continue de façonner la pensée des siècles après que la personne soit morte.
Construire ce genre de pouvoir durable requiert une patience que la plupart des gens ne peuvent pas soutenir. Ça requiert de la consistance pendant des années et des décennies, pas des jours et des semaines. Ça requiert de ne jamais compromettre tes principes centraux, même quand c'est difficile, même quand les gens te critiquent, même quand le chemin facile semble tentant et tout le monde t'encourage à le prendre. Pense à ce que tu veux que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce, quand tu ne peux pas contrôler le narratif. Pas ce que tu veux qu'ils te disent en face pour te faire te sentir bien, mais quelle tu veux que soit ta vraie réputation dans des conversations honnêtes. Puissant, stratégique, intransigeant, fiable, dangereux à franchir. Quelle que soit cette réputation, quel que soit l'héritage que tu veux laisser, tu le construis à travers l'action constante pendant un temps étendu. Chaque décision renforce ta réputation choisie ou la sape. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu es en train de construire l'héritage que tu veux délibérément ou tu en construis un par défaut à travers des patterns inconscients. Les impitoyables maintiennent leur pouvoir à travers cultiver le mystère délibérément. Ils ne montrent jamais toutes leurs cartes dans n'importe quelle situation. Ils ne révèlent jamais toutes leurs méthodes ou leurs capacités complètes. Ils gardent les gens en train de deviner, se demandant, spéculant sur de quoi ils sont vraiment capables. Et ce mystère devient partie de leur légende avec le temps. Ils maintiennent le pouvoir à travers des démonstrations sélectives de force. Pas d'agression constante, mais des démonstrations calculées qui rappellent à tous avec qui ils dealent. Ces moments deviennent des histoires que les gens racontent. Les histoires deviennent réputation à mesure qu'elles se propagent à travers les réseaux. La réputation devient héritage à mesure qu'elle persiste à travers le temps. Machiavel a dit une fois qu'il n'y a pas d'autre façon de se protéger contre la flatterie que de faire que les hommes comprennent que te dire la vérité ne t'offensera pas. En d'autres termes, construis une réputation de valoriser la vérité sur le confort, d'affronter la réalité sur l'illusion, de prendre des décisions difficiles sans vaciller ni t'excuser. Cette réputation devient ton armure dans des environnements compétitifs. Elle attire des alliés utiles qui valorisent la conversation directe. Elle repousse ceux qui font perdre du temps et qui veulent te manipuler à travers la flatterie. Voici quelque chose que la plupart des gens ratent complètement. L'héritage ne consiste pas à être souvenu affectueusement par tous. Il consiste à être souvenu effectivement, être souvenu comme quelqu'un qui comptait, qui a changé des choses, qui ne pouvaient pas être ignorées. Les impitoyables n'essaient pas de gagner des concours de popularité ou collectionner des amis. Ils essaient de façonner des résultats, construire des structures qui durent, changer des systèmes qui gouvernent tous. Pense aux figures les plus puissantes à travers l'histoire, dans n'importe quel domaine. Ont-ils été aimés universellement pendant leur vie ou après? Rarement. Ont-ils été respectés, même par leurs ennemis? Absolument. Ont-ils été efficaces à accomplir leurs objectifs? Indéniablement. C'est le compromis que tu affrontes. Tu peux prioriser être aimé, ou tu peux prioriser être puissant. Parfois tu obtiens les deux simultanément. Mais si tu dois choisir entre eux, si les circonstances te forcent à sacrifier l'un pour préserver l'autre, les impitoyables choisissent le pouvoir à chaque fois. Et quand ils sont partis, quand ils se sont déplacés vers d'autres activités ou ont quitté cette vie complètement, leur influence reste incrustée dans les systèmes et structures. Leurs méthodes sont étudiées par ceux qui viennent après. Leurs stratégies sont copiées et adaptées. Leurs noms sont mentionnés avec un mélange de respect et de prudence. C'est l'héritage du pouvoir impitoyable. Pas être aimé universellement, pas être compris ou apprécié, mais être souvenu comme quelqu'un qui a changé le jeu de façon fondamentale, qui a compris le pouvoir et l'a exercé effectivement, qui a refusé de s'excuser pour poursuivre ses intérêts. Ton héritage commence aujourd'hui, maintenant même, dans ce moment. Chaque décision que tu prends, chaque limite que tu établis ou échoues à établir, chaque moment où tu choisis la stratégie sur l'émotion, chaque fois que tu appliques une conséquence au lieu de faire une excuse, tu es en train de construire cet héritage, une interaction
à la fois. La question à laquelle tu dois répondre est: qu'est-ce que tu construis? Que veux-tu que soit ton héritage? Que veux-tu que les gens disent de toi dans des moments honnêtes? Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je construis des héritages. La plupart des gens confondent la cruauté impitoyable avec l'agression et l'action immédiate. Ils pensent que c'est attaquer en premier, frapper fort, dominer à travers la force écrasante. Ce n'est pas du comportement impitoyable, c'est du comportement imprudent propulsé par l'émotion et l'ego. La vraie cruauté impitoyable est patiente, au-delà de ce que la plupart des gens peuvent soutenir. C'est la capacité de s'asseoir dans l'inconfort sans réagir. C'est absorber des revers temporaires sans prendre des représailles immédiatement. C'est voir des opportunités passer parce que le moment n'est pas encore le bon. Et puis quand le moment parfait arrive finalement, quand toutes les pièces sont positionnées correctement, frappées avec une précision qui termine le jeu en un mouvement, les gens impatients s'épuisent de façon constante. Ils gaspillent de l'énergie dans des petites batailles qui n'importent pas. Ils révèlent leurs intentions trop tôt avant d'être assez forts pour suivre. Ils montrent leurs mains avant que le pot vaille la peine d'être gagné. Et les impitoyables les observent s'épuiser à travers l'activité constante, puis interviennent calmement pour réclamer ce qui reste quand tous les autres sont épuisés. La patience est la lame invisible que personne ne voit venir. Elle n'a pas l'air dangereuse quand tu l'observes. Elle ne se sent pas menaçante dans le moment. Elle attend juste et attend tandis que tous les autres commettent leurs erreurs, montrent leurs faiblesses, créent l'ouverture exacte qui était nécessaire depuis le début. Le timing est tout dans l'action stratégique. La même action au mauvais moment échoue complètement. La même action exacte au bon moment devient légendaire. Les gens impitoyables comprennent ça dans leurs os à travers l'expérience. Ils étudient les patterns soigneusement avec le temps. Ils lisent les situations et les gens. Ils sentent le rythme des changements de pouvoir et des dynamiques sociales. Pense à comment opère la nature à travers la patience. Un lion ne poursuit pas chaque animal de proie qu'il voit courir à travers la savane. Il s'épuiserait et mourrait de faim. Au lieu de ça, il attend, conserve l'énergie, observe soigneusement. Et quand la cible parfaite se présente, quand les conditions sont bonnes, quand le succès est presque garanti à travers le positionnement parfait, alors il attaque, rapide, décisif, écrasant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'efficacité. C'est de l'intelligence appliquée à la survie. Machiavel a observé que Dieu n'est pas disposé à tout faire, et ainsi enlever notre libre arbitre et cette partie de gloire qui nous appartient. En d'autres termes, les opportunités existent dans chaque environnement, mais les saisir est ta responsabilité et ton défi. Et les saisir requiert un timing parfait qui ne peut venir que de la patience et de l'observation. Agis trop tôt et tu échoues parce que les pièces ne sont pas positionnées. Agis trop tard et quelqu'un d'autre gagne parce qu'il a profité du moment que tu as raté. Agis au bon moment et tu sembles inarrêtable parce que tout s'aligne. Voici à quoi ressemble la patience en application pratique. Quelqu'un te manque de respect dans une réunion ou environnement social. Ton ego veut une vengeance immédiate, veut rendre le coup maintenant même pour restaurer ta dignité. Mais la patience dit « Attends, ne réagis pas émotionnellement. Récolte plus d'informations sur cette personne. Comprends sa position, ses vulnérabilités, ses dépendances. Trouve ses points faibles à travers l'observation. Et quand le moment sera bon, quand ils auront oublié l'incident, quand ils seront exposés et vulnérables, alors tu réponds d'une manière qu'ils ne voient jamais venir. Ce n'est pas être passif ou faible, c'est être stratégique et efficace. Il y a une différence massive entre patience et passivité que la plupart des gens ne comprennent pas. La passivité est accepter le mauvais traitement parce que tu as peur d'agir. La patience est choisir ton moment délibérément, parce que tu as confiance en ta capacité d'agir effectivement, quand tu décides que le moment est bon. Pense aux échecs au niveau les plus élevés. Les joueurs amateurs font des mouvements constamment,
toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de réagir à ce que leur opposant vient juste de faire. Les maîtres s'assoient pendant de longues minutes, sans bouger une seule pièce. Ils ne sont pas figés, ni confus. Ils calculent, lisent tout le plateau, voient des patterns, attendent que l'opposant crée la faiblesse qu'ils peuvent exploiter de façon décisive. La vie opère de la même façon. La plupart des gens réagissent constamment à tout. Ils répondent à chaque provocation, chaque insulte, chaque défi immédiatement. Ils sont toujours en mouvement émotionnellement, mais jamais vraiment en train d'avancer stratégiquement. Les impitoyables s'assoient, observent soigneusement, laissent les autres commettre des erreurs à travers l'action impulsive. Et quand le moment est bon, ils font le seul mouvement qui change tout fondamentalement. Ce genre de patience requiert un contrôle émotionnel que la plupart des gens ne développent jamais. Ton ego veut réagir maintenant pour se sentir mieux. Ta fierté veut une vengeance immédiatement pour restaurer ton sens de dignité. Ta peur veut de la sécurité dans cette seconde pour réduire l'anxiété. Mais la patience dit non, pas encore. Attends le bon moment. Attends l'impact maximal. Attends le mouvement qu'ils ne verront pas venir parce qu'ils croient que tu as oublié ou pardonné. Et quand ce moment arrive, quand tout s'aligne parfaitement, tu frappes avec tout ce que tu as. Sans hésitation, sans pitié, sans doute. Le temps de la patience est terminé. Le temps de l'action décisive est arrivé. Et parce que tu as attendu, parce que tu t'es préparé à fond, parce que tu l'as chronométré parfaitement, le résultat devient inévitable. C'est la différence entre pouvoir et posture. La posture est action constante avec impact minimal. Le pouvoir est patience stratégique suivie d'exécution inarrêtable. La plupart des gens abandonnent trop tôt parce qu'ils manquent de patience pour le long jeu. Ils veulent des résultats immédiats qui valident leurs efforts. Ils veulent une gratification instantanée qui les fait se sentir bien maintenant. Ils veulent le succès aujourd'hui, pas l'année prochaine. Et cette impatience les rend prévisibles, exploitables et ultimement sans succès dans des environnements compétitifs. Les impitoyables jouent le long jeu toujours. Ils comprennent que le vrai pouvoir s'accumule avec le temps comme l'intérêt. Ils acceptent que les revers temporaires n'importent pas si la victoire finale est assurée, éventuellement. Ils reconnaissent que perdre des batailles est acceptable si tu es en train de gagner la guerre. Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. La patience est stratégie. Donc ramenons toute cette exploration en boucle complète jusqu'où on a commencé. Le pouvoir impitoyable que tu as peur d'affronter est le pouvoir qui ne demande jamais permission pour rien. Il prend ce qu'il veut sans excuse. Il ne mendie pas l'approbation ni n'attend la validation de personne. Il voit ce qu'il veut clairement et trouve une façon de l'obtenir indépendamment des obstacles. Ce pouvoir vit dans le silence et opère à travers la patience. Il se manifeste dans des mouvements calculés que la plupart des gens ne voient jamais venir jusqu'à ce que le résultat soit déjà assuré. Il opère depuis un lieu de liberté émotionnelle où la culpabilité et la peur ne troublent pas le jugement ni ne préviennent l'action nécessaire. Il construit une présence sans avoir besoin de validation constante. Il crée du respect à travers des limites clairement établies et constamment appliquées. Il influence les résultats sans être vu ni laisser d'empreinte digitale. Machiavel n'enseignait pas aux gens à être mauvais ou immoraux dans ses écrits. Il leur enseignait à être éveillés et conscients. Il leur enseignait à voir le monde comme il fonctionne vraiment au lieu de comme on souhaite qu'il fonctionne. Il leur enseignait à comprendre que le pouvoir existe et opère, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on l'approuve ou non. Et le choix que tu affrontes n'est pas entre le bien et le mal en termes moraux abstraits. C'est entre être puissant ou être impuissant. Entre façonner tes résultats ou avoir tes résultats façonnés par d'autres. Entre comprendre le jeu ou être joué par ceux qui le comprennent mieux. Tu n'as pas à devenir impitoyable toi-même si ça ne s'aligne pas avec tes valeurs. Mais tu dois absolument comprendre la cruauté impitoyable chez les autres, parce que les gens qui comprennent les dynamiques de pouvoir domineront toujours les gens qui prétendent que le pouvoir n'existe pas ou n'importe pas.
Regarde autour de ta vie maintenant même avec des yeux honnêtes. Qui a du pouvoir sur toi actuellement? Qui contrôle tes émotions avec leurs mots ou actions? Qui peut manipuler tes décisions à travers diverses pressions? Qui peut franchir tes limites sans faire face à des conséquences réelles? Ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites, ce sont des personnes réelles créant des limitations réelles dans ta vie maintenant même. La question n'est pas si ces tactiques et principes fonctionnent effectivement. Ils le font, démonstrativement. L'histoire le prouve de façon concluante à travers chaque culture et période de temps. Chaque empire, chaque dynastie, chaque grand leader a utilisé une version de ces principes, qu'ils le reconnaissent publiquement ou non. La vraie question est qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance maintenant que tu l'as? Resteras-tu vulnérable, espérant qu'être bon sera suffisant dans un monde rempli de gens qui comprennent et utilisent le pouvoir stratégiquement? Ou développeras-tu la conscience, la stratégie, la présence pour te protéger et poursuivre tes objectifs sans excuse? Le pouvoir impitoyable que tu avais peur d'affronter est déjà là-bas en train d'opérer. Il fonctionne dans ton lieu de travail maintenant même. Il opère dans tes relations. Il est présent dans chaque espace compétitif où tu entres. D'autres personnes utilisent déjà ces principes, effectivement que tu le reconnaisses ou non. La seule question est si tu les apprendras aussi, si tu les comprendras assez bien pour les reconnaître et les contrer quand nécessaire. Le monde ne récompense pas l'équité dans des situations compétitives. Il récompense l'efficacité et les résultats. Il ne se soucie pas de tes intentions ou ton cœur. Il se soucie de tes résultats et tes accomplissements. Il ne demande pas si tu es une bonne personne en termes moraux. Il demande si tu es une personne puissante en termes pratiques. Avant que tu partes, si cette vidéo a ouvert tes yeux à quelque chose que tu évitais, quelque chose que tu avais besoin d'entendre, mais personne d'autre ne te dirait directement, clique sur ce bouton « Like » pour me faire savoir que ça a résonné. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui est trop complaisant pour son propre bien, quelqu'un qui continue d'être profité parce qu'il ne comprend pas ces dynamiques, partage cette vidéo avec eux. Ils ont besoin de voir cette perspective. Et si tu veux plus de contenu qui coupe à travers les mensonges confortables que les gens se disent à eux-mêmes et délivre la vérité inconfortable sur le pouvoir, la psychologie et la nature humaine, abonne-toi à cette chaîne maintenant même. On n'adoucit pas la réalité ici. On l'affronte de front, sans excuse. On parle de ce qui fonctionne vraiment dans des environnements compétitifs, pas de ce qui devrait fonctionner dans des mondes idéaux qui n'existent pas. Le pouvoir impitoyable que tu avais peur d'affronter, tu viens de l'affronter directement. Maintenant la question devient, vas-tu le maîtriser ou vas-tu le laisser te dominer? Le choix a toujours été le tien à faire. Fais qu'il compte.